la discussion après au professeur Raouf Moissé, qui va nous parler vers une approche intégrée de formation, recherche, innovation, l'expérience d'un service hospitalo-universitaire de chirurgie. Je lui donne la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le comité scientifique de l'Observatoire national de l'éducation et de la formation, et en l'occurrence M. Luge de nous avoir invités pour parler d'une approche intégrée, formation, recherche et innovation. C'est vrai que quand on voit la liste des différents intervenants, nos ex-ministres et les ministres actuels, je me suis dit, je ne sais pas ce que je peux apporter de plus. Donc en réalité, franchement, je dis, qu'est-ce que je peux apporter encore de plus? Alors c'est la raison pour laquelle, en concertation avec les membres de mon équipe, nous se sommes posé beaucoup de questions et on s'est dit finalement que la question fondamentale, qui est à la fois administrative et philosophique, c'est quelle est la raison d'être. Répondre, réponse qui est simple, qui n'est pas originale et qui va faire partir, qui décline dans plusieurs mots, c'est les visions, les valeurs, les missions, la responsabilité. Mais en fait, quand on voit dans ces missions, on sait que dans toutes les missions classiques, on retrouve trois éléments qui sont fondamentaux, qui sont représentés par la formation, la recherche et les soins. Mais ces caractéristiques-là, ils sont diverses et ils sont avec une grande diversité. Si nous prenons par exemple la formation, il fait intervenir les apprenants qui sont représentés essentiellement par les internes, les externes, les résidents, les médecins, les enseignants et les chercheurs. Et dans ce cas-là, ces missions, elles s'accomplissent dans un contexte global. Ce contexte global qui est marqué essentiellement par l'omniprésence de la technologie, en l'occurrence le digital, et aussi par des grands changements dans les métiers de la santé et de la formation, ce qui complique encore plus les choses. Et deuxièmement, il y a deuxièmement un contexte local, et ce contexte local qui fait intervenir plusieurs intervenants. Il y a une multiplicité des tutelles, et ce qui est multiplicité des tutelles qui sont représentées soit par les ministères, par la faculté, le décanat, la présidence, tout ceci risque d'entraver et de menacer l'efficacité de ces missions et la cohérence. Et finalement, on s'est même posé la question, encore une fois, quelle est la raison d'être, et on a pu simplifier. La réponse, qui est claire dans notre service, c'est optimiser la valeur apportée aux patients et aux apprenants. Et cette réponse, elle sera encore plus simple si l'on considère les apprenants comme des futurs soignants dans lequel le jeu de formation va encore apporter des valeurs. Et dans ce cas-là, nous avons choisi comme élément central, c'est la qualité de soins qui est la capacité de répondre aux besoins des patients qui est définie également par l'OMS. Et cette capacité, elle dépend essentiellement de deux moyens qui sont représentés par les moyens qui sont disponibles, qui est le contexte, et également par les données professionnelles qui est la science et les recommandations. Et pour répondre à ces questions, il faudrait absolument avoir un mode de gestion de la qualité. Ce mode de gestion qui est défini par trois éléments qui sont représentés par les normes, c'est le design, c'est l'élaboration des normes. Deuxième élément, c'est l'évaluation, c'est la mesure de la qualité et par l'évaluation. Et troisièmement, c'est l'amélioration. Il faudrait absolument qu'on ait ce triangle qui rend service pour résoudre tous les problèmes de service ou autres. Alors,
Et ce mode de gestion qui est intégré, donne l'opportunité d'intégrer la formation à la recherche comme outil selon plusieurs dimensions. Alors, tout ceci va aboutir... Non, est-ce que je parle? Tout ceci va aboutir à un environnement individuel pour, par exemple, gérer un stress ou une situation imprévue. Ce sont des déterminants qui sont non techniques. Mais également, il faudrait inclure des déterminants systémiques qui sont liés à l'organisation du travail. Par exemple, c'est normaliser les prises en charge, développer la spécialisation et l'expertise. Ou bien la notion d'environnement du travail également, qui va essayer de développer la culture de la collaboration et du bien commun. Et la qualité, elle nécessite un rôle fondamental des formateurs, qui est un rôle indispensable, qui nécessite une maîtrise de l'expertise technique et pédagogique pour une délégation personnalisée, un feedback au mentorship. Alors, je vais vous donner des exemples en dehors de notre DU qui a connu également un bouleversement qu'on est passé de learning à la formation présentielle. Nous avons dans notre service comme élément central, comme mission centrale, c'est la qualité de la chirurgie des cancers digestifs. Évidemment, nous avons opté pour cette mission centrale avec des normes, évaluation et amélioration. Et l'exemple typique, c'est que notre équipe a participé à un projet de l'Observatoire en collaboration avec la Société marocaine de chirurgie IDRC, et ce qui est financé par la Fondation Lalla Salma, que je remercie du fond du cœur. Et le principe consiste à recueillir les différentes données, d'accord, qui seront auditées par une équipe experte, c'est l'audit externe, et puis par la suite, on aura un feedback, des tableaux de bord qui nous permettront d'évaluer nos résultats et afin d'améliorer nos résultats. Donc, vous connaissez bien que c'est un projet qui est excessivement important et qui est parmi les autres projets. Deuxième des choses, pour conclure, vous savez que je n'ai pas été très long, monsieur le modérateur, c'est conclusion, pour bien former aux soins, il faut bien soigner les patients, et pour bien soigner les patients, il faut entretenir un environnement qui est caractérisé par le travail d'équipe, et ça c'est fondamental, on ne peut pas réussir seul. Et je vous conseille, je vous recommande de travailler en équipe. Et puis il faudrait absolument une intégration de la formation et de la recherche qui est fondamentale. Et troisièmement, il faut une gestion de la qualité. Je vous remercie. Cette intervention qui nous a comme orienté dans le domaine de la santé, un pilier, un modèle de développement. Donc, aujourd'hui, c'est la seule communication concernant la recherche qui, quand même, c'est le parent pauvre de la formation et de ce qu'on doit faire au niveau de l'université. Donc, je lui adresse la parole et le remercier pour avoir osé aborder la recherche en médecine. La recherche en santé, un pilier de modèle de développement, une question qui est d'actualité, le modèle de développement, le nouveau modèle de développement dont on parle depuis plusieurs mois. Et on considère la recherche en santé un des piliers. On va voir pourquoi et quel est l'intérêt. Bien sûr, c'est évident si on connaît un petit peu l'implication et l'implication de la recherche dans le domaine de l'industrie, de la pharmacie, tout ce qui est pharmaceutique et aussi le développement social. Et bien sûr, l'exemple typique, c'est le Japon, dont la promotion de la science et de la technique, c'est la réussite du Japon. C'est un témoignage avec son PIB qui est évident dans les développements, avec des ressources naturelles
quasi inexistante, c'est une roche dans l'eau et qui tremble. Et ça donne un pays qui est développé sur tous les aspects. Au fait, ça a été débattu, ma tête, c'est aussi l'évolution très rapide. Et maintenant, on va assister à une révolution, pas une évolution, on va assister à une révolution de la médecine vers de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, des nouvelles approches. Et bien sûr, l'évolution a été tellement rapide que même les spécialités et même les politiques publiques n'ont pas suivi sur le plan financier, sur le plan formation. C'est l'évolution de tout ce qui est séquençage nouvelle génération. Maintenant, en quelques années, le séquençage a évolué de 3 millions de dollars vers 1 000 dollars. Et actuellement, cette année, si vous avez 200 dollars, votre génome sera séquencé. Bien sûr, le prix du séquençage brut, le prix de l'analyse médicale est le plus cher. Ça peut aller jusqu'à 2 000 dollars par analyse. Donc c'est l'expertise bioinformatique, c'est l'expertise médicale qui est la plus importante maintenant, et non plus la technologie, parce qu'elle va être accessible. Et dans quelques années, on aura le séquençage sur un petit séquenceur, l'équivalent d'un smartphone. Donc c'est en cours de développement à Oxford University. Bien sûr, la recherche dans les pays équivalents du Maroc, et de beaucoup de pays à revenus faibles ou moyens, il y a des éléments orientateurs. En général, les pays qui ont un revenu qui est moyen à modéré, la recherche elle est un petit peu éparpillée. Elle ne respecte pas les priorités parce qu'elle est financée à l'extérieur par des agences, par des structures et par des pays très bien développés. Ils vont mettre l'Alzheimer en tant que priorité dans un pays où on a des problèmes de mère-enfant, où on a des problèmes d'infectieux, où on a des problèmes de cancérologie, alors qu'ils financent des priorités d'autres pays. C'est l'exemple des pays qui ont un faible ou un moyen revenu. Il y a aussi des problématiques qui sont liées à l'évaluation du chercheur, qui sont liées aux priorités, aux objectifs, à l'évaluation des résultats. Est-ce qu'un résultat de recherche a un impact dans les politiques publiques? Le ministère de la Santé va l'utiliser pour une décision soit économique, soit dans l'économie de santé, soit dans les stratégies. Donc la recherche doit servir le ministère de la Santé, les politiques publiques dans le ministère de la Santé, et aussi doit être un moteur de développement économique dans l'industriel et aussi dans l'intelligence artificielle, on en parlera. J'ai pris un petit peu cet exemple ils ont fait une étude un petit peu sur l'état de la recherche la vision de Oman en 2050. Ce qui est important, c'est pas de prendre l'exemple du pays, c'est comment ils vont évaluer, ils vont faire la stratégie de la recherche en santé. On en parlera quand on va faire. Je vais présenter quelques recommandations dans ce sens, que ce soit les priorités, que ce soit l'évaluation, que ce soit la capacité du pays, le monitoring, l'évaluation et le financement qui est très très important. Le nouveau modèle de développement pour le Maroc, on considère que le système de santé, le système de ce qu'on appelle, ce qui est maintenant connu, c'est le système de recherche en santé, RES, qui doit intégrer le nouveau modèle de développement du Maroc. Bien sûr, ce nouveau modèle va se baser sur les 4 P qu'on connaît actuellement. Ce sont la médecine précise, prédictive, préventive et personnalisée, et même participative. Cette médecine doit être impliquée dans tous les domaines de l'activité de santé, du diagnostic, de la recherche et de la formation. Les centres qui font de la recherche, du diagnostic, du bon diagnostic, feront de la recherche, feront de la formation correcte. Et les centres qui ne vont pas faire de recherche n'auront pas de diagnostic correct, n'auront pas de formation correcte. Donc la recherche maintenant, c'est plus un choix, c'est une obligation dans toutes les structures, même de santé de base. Bien sûr, auparavant, on parlait cancer du sein, par exemple, le cancer du sein. Avant, il y a quelques neurologues qui sont peut-être là, qui connaissent l'histoire de l'évolution de la cancérologie. C'était le même traitement pour tous les cancers, avec le même protocole. C'était quelque part du protocole thérapeutique. Après, c'était des cordes, métastatiques, non métastatiques, etc. Après, maintenant, on parle de la médecine personnalisée. Dernier article, avant le dernier article, je parle de la nouvelle médecine, qui est la médecine qui maintenant prend en considération 3 aspects. Le clinical phénomène,
c'est-à-dire l'aspect clinique, la radiologie, la clinique, la biologie, l'INFS, l'immunogramme, etc. Les bilans radiologiques, le scanner d'INF, ce qu'on appelle le clinique du phénomène. Après, c'est l'exposant, c'est l'environnement, parce que c'est très important, le cancer, ou la cellule, ou la maladie de système, ou n'importe quelle pathologie, même les pathologies infectieuses, sont en contact avec l'environnement et il doit être pris en considération dans des approches thérapeutiques. Maintenant, le microbiome dans le problème du côlon est très bien connu avec la métagénomique. C'est très important de prendre en considération ces aspects. Il y a aussi le moléculaire phénom. Et le moléculaire phénom, il n'y a pas que l'ADN. Il y a aussi l'épigénétique, c'est la modification des expressions des gènes selon l'environnement. Et c'est connu maintenant que l'épigénétique, c'est le futur de l'approche, que ce soit du cancer, parce que c'est le même mécanisme. Soit il entraîne des malformations chez le nouveau-né, chez l'embryon, des anomalies chez l'embryon, des anomalies chez le fœtus, de l'autisme, des malformations, du cancer, des maladies du système. C'est le même mécanisme de physiopathologie. Ça dépend, ça entraîne quoi? À quel moment a été fait? Est-ce que dans le stade une cellule, deux cellules, chez l'adulte, au niveau du poumon, ça entraîne un cancer du poumon. Au niveau du développement du système nerveux central, ça peut être à l'origine de l'autisme ou du retard mental. Donc les mécanismes sont les mêmes. C'est la nouvelle approche de médecine prédictive, préventive, et la prise en charge ne concerne plus le patient, elle concerne le patient et sa famille, quelle que soit la spécialité. Le patient et sa famille. Parce que là, il y a un environnement qui nous sort en commun. Il y a aussi les gènes. Pour exemple, les maladies génétiques, pour les maladies héréditaires, 10% des cancers sont des maladies héréditaires transmissibles. Bien sûr, 90%, c'est dû à l'épigénétique. Parce que la définition du cancer, comme vous le savez, c'est une maladie génétique, c'est une maladie d'expression des gènes, et non pas que c'est une maladie de l'ADN. Et bien sûr, maintenant, avec la cancérologie, elle évolue de façon spectaculaire. J'ai pris l'exemple du cancer. Avec maintenant, on n'a plus besoin, dans le futur, de suivre, de faire des scanners pour faire des biopsies, pour suivre. On va aller chercher l'évolution de la mutation, l'évolution de la tumeur à travers l'ADN qui circule de la tumeur au niveau du sérum. Et on fait la mutation, on dit qu'il est en résistance, comment il évolue, et on n'a plus besoin de faire des biopsies, de faire des suivis de scanners, IRM. Bien sûr, quand je dis plus besoin de scanners, c'est un petit peu caricatural, mais les choses vont évoluer dans 100 ans, dans un siècle, les choses vont être bien installées et on aura une nouvelle médecine, une nouvelle approche. Que le Maroc il est obligé de s'aligner, sinon il va rater l'histoire. Alors maintenant, le dernier article, c'est le personnel mutanant, c'est-à-dire, vous voyez ici, c'est des patients qu'on va séquencer leur tumeur et après on prépare son médicament. Et le médicament va être préparé par des techniques de in vitro. Après, on va donner les populations qui ont le même cancer, là c'est l'exemple du cancer du sein, et chaque cancer, il aura un protocole thérapeutique qui va être préparé après qu'on a fait le diagnostic du cancer. Selon le profil génétique, le traitement va être préparé. Donc c'est une nouvelle approche pharmaceutique. Les gens qui font de l'économie de santé, ils doivent préparer que dans quelques années, vous aurez des industriels qui vont venir, ils vont dire alors, maintenant vous devez inclure dans la nomenclature de l'ANA ces protocoles. Et ça va avec une obligation parce que les gens, maintenant, ils ont la couverture médicale, ils vont obliger les politiques publiques à suivre. Pourquoi l'Espagnol a ce protocole? Moi, je ne l'ai pas. J'ai cotisé pendant 30 ans, d'autant plus avec, vous connaissez très bien l'évolution de l'espérance de vie qui est vers les 85 ans, et on prévoit dans un siècle, les gens vont vivre 150 ans. Donc les gens qui font des politiques publiques doivent prendre en considération l'évolution de l'industrie pharmaceutique dans les nouvelles approches. On n'en parle pas tout ce qui est celle gène thérapie dans différentes approches. Alors, deux révolutions que le Maroc il est obligé à suivre. C'est l'intelligence artificielle, et le professeur Al-Alami, il a bien développé l'intérêt de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est une obligation. Un pays qui ne met pas de budget dans le domaine de la recherche, dans l'industrie de l'intelligence artificielle, il va l'acheter trop cher. Donc l'intelligence artificielle, normalement, le gouvernement doit le financer de façon très importante. D'autant plus qu'on a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents médecins qui sont des médecins, on a beaucoup de médecins qui s'intéressent à l'informatique et même des médecins informaticiens de très bonne qualité. Ils sont très forts dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Deuxième élément de révolution scientifique et technique, c'est la biobanque. Malheureusement, on n'a pas de biobanque au Maroc qui respecte les règles, c'est-à-dire la qualité, la réglementation internationale. Et les biobanques, maintenant, c'est une obligation
que ce soit dans les essais cliniques, que ce soit dans le profil épidémiologique de la population, le profil thérapeutique qui est personnalisé, qui est en rapport avec l'ethnie au niveau du Maroc. Donc maintenant, c'est la médecine qui doit être orientée selon une thérapeutique qui est efficace chez les Chinois, mais n'est pas efficace chez les Marocains. Et peut-être qu'elle est à efficacité moyenne chez, par exemple, le Caucasien européen. Donc les biobanques, et maintenant, les pays qui ont les plus banques, les biobanques, c'est des structures qui sont autofinancées. Une biobanque s'autofinance. L'exemple à Barcelone maintenant, les biobanques de Barcelone s'autofinancent, ils peuvent financer même la ville de Barcelone. On en parlera, si vous voulez, dans l'intérêt de ces biobanques, dans le développement d'un modèle de recherche innovant. Bien sûr, le contexte du Maroc, vous le connaissez, je passe rapidement avec l'évolution de l'espérance de vie, avec l'indice de fécondité, donc la nécessité de développer la médecine fétale, en approche de recherche, le profil des différents. En même temps, le profil des spécialités, il faut prendre en considération les nouvelles spécialités, les nouvelles approches, avec les domaines qui sont dans la recherche qui sont très importants. D'accord. L'organigramme de la recherche, c'est pas 15 minutes, non? D'accord. D'accord. Alors, concernant les priorités de la recherche, bien sûr, il y a les maladies non transmissibles, les maladies transmissibles, les médecines tropicales, et bien sûr le dépistage néonatal. Donc, on remercie le ministre professeur Morty qui a lancé le dépistage néonatal il y a quelques années, qui est en train d'évoluer dans les territoires nationaux, et bien sûr les maladies génétiques. Si on prend un petit peu la part du budget de la recherche, si on compare avec d'autres pays, vous allez voir l'importance. Aussi, le développement de recherche et développement, la Turquie a mis 3% du PIB dans la recherche scientifique. Je vais passer rapidement dans les recommandations. Et avant ça, je prends l'exemple de la Turquie. Ils ont aligné la recherche scientifique aux priorités industrielles. Et la santé, elle est classée en 3. Ils ont dépassé les 1% et ils ont mis en place presque, dans l'exportation, ils vont arriver vers 500 billions de dollars. L'évolution de la recherche dans le domaine médical, vous voyez un petit peu, on est en train de régresser. On a augmenté, on est sur le nombre de publications de 340 en 2000 à 1239.